Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'animateur et conteur Jacques Pradel. Vous avez rassemblé dans un livre intitulé L'univers du crime, les affaires qui vous ont le plus marqué. Des affaires aussi bien récentes qu'ayant plus d'un siècle, parfois aussi bien françaises qu'étrangères. C'est extrêmement large comme terrain. Oui, c'est un peu crime sans frontières. Mais c'est ça. Comment vous avez fait le tri du coup ? Tout simplement, un travail de mémoire immédiate. C'est-à-dire que j'ai joué le jeu parce que souvent quand je rencontre les gens au cours de salons du livre ou tout simplement dans des conversations privées avec des amis, il y a toujours quelqu'un qui pose la même question. Et ça devient un peu agaçant au bout du compte. C'est-à-dire que on me dit très souvent, mais t'as raconté des centaines d'histoires. Et les gens veulent savoir s'il n'y en a pas une qui est pire que les autres. Alors, marquante, laquelle Et je réponds toujours, il n'y en a pas une, il y en a peut-être 10, 20, 30. Enfin, de toute façon, pour qu'une histoire criminelle marque un journaliste, par exemple, les raisons sont différentes d'une histoire à l'autre. Bien sûr. Et d'un journaliste à l'autre aussi. Il y a le scénario du crime. On parle souvent du scénario du crime, ce qui rapproche un crime, un vrai crime, bien sûr, avec un vrai cadavre, avec du vrai sang. Et la victime n'a pas d'autre vie, comme dans les jeux vidéo. Donc c'est du sérieux. Mais ça ressemble parfois à des séries télévisées, ça ressemble à de la fiction. Ouais. Il y a également la personnalité de l'auteur, homme ou femme. Il y a la personnalité de la victime. Il y a l'époque à laquelle ça s'est produit. Justement, parce là-dessus, que, on se rend compte que d'une histoire à l'autre, Jacques, que chaque affaire dit aussi quelque chose de l'époque, justement, absolument. où il s'est produit. Je pense notamment à Émile Zola, mort dans sa chambre avec sa femme après avoir été mystérieusement enfumé. En fait, c'est ça l'histoire. Absolument. Alors, à l'époque, en 1902. Évidemment, la police scientifique était balbutiante. Bertillon existait déjà, mais enfin, ils n'avaient pas fait encore beaucoup de progrès. Et pendant 50 ans, on a pensé, on a cru, et certains croient encore, parce que on n'a jamais trouvé la preuve du contraire. C'est une hypothèse, l'assassinat d'Émile Louis, mais d'Émile Zola. D'Émile Zola, excusez-moi, ça, c'est à cause de Jean-Luc. De Jean-Luc, voilà. Donc, pendant 50 ans, on a cru tout simplement que c'était un accident domestique, une cheminée bouchée et de l'oxyde de carbone. Alors, c'est ça à 99%. Sauf que quelqu'un avait bouché la cheminée. C'est ça. Et l'a débouché le lendemain. Donc c'était un crime parfait, finalement. On parle souvent de crime parfait. Et c'est un journaliste qui a révélé l'affaire, parce que 50 ans après, donc en 1952, on célèbre le 50e anniversaire du décès d'Émile Zola. Et le journaliste fait une enquête, c'était pour Libération à l'époque, mais c'est pas le Libé d'aujourd'hui, c'était le Libé de la guerre. Enfin, Dastier de la Vigerie avait fondé ce journal. Et donc le journaliste Jean Bedel fait une enquête. Alors, il rencontre plein de gens qui admirent encore, ou voire il cherche des gens qui ont connu un peu 50 ans avant Émile Zola. Merci. Et il tombe sur un pharmacien de Sarcelles qui lui dit non seulement moi j'ai pas connu Émile Zola, mais j'ai connu un monsieur qui était, comme on dit, fumiste. C'était l'ancien nom des ramoneurs au début du siècle. Et Henri Buron-Fosse, donc il lui donne le nom de ce type, m'a dit, parce qu'il faisait partie d'une ligue antisémite qui s'appelait la Ligue des Patriotes, et il considérait que Zola était l'ennemi absolu parce qu'il avait sauvé finalement et révélé la manip autour du capitaine Dreyfus.
Et Zola, d'ailleurs, recevait des petits cercueils par la poste tous des les lettres jours. antisémites. Ah oui, il était menacé déjà. En 1901, un an avant sa mort, il y a une bombe qui explose sur son palier quand même, en plein Paris, dans le 9e arrondissement. Et donc, ce type dit, moi, ce jour-là, en septembre 1902, je travaillais sur le toit de l'immeuble et tout le monde savait que Zola, parce qu'il faisait plein d'articles, il était aussi admiré pour son œuvre, il savait que l'appartement d'Émile Zola était là et il bouche la cheminée et il lui dit même « j'ai voulu enfumer le cochon ». C'est ça. Comme ça qu'on l'appelait. Bon. Et voilà une des histoires qui est racontée dans ce livre, l'univers du crime. Et il y en a beaucoup d'autres. On va pas avoir le temps évidemment de toutes les faire ce matin, long, mais bon. Jacques Pradel. Mais il y en a beaucoup d'intéressantes, comme l'affaire Grossouvre aussi à l'Élysée. Un mort à l'Élysée, rendez-vous compte de ce que ça a été à l'époque. Et on comprend entre les lignes que vous avez... un ami du président. Et un ami du président très proche. Et on comprend que vous avez un sérieux doute sur le fait qu'il se soit vraiment suicidé. Surtout le fils de François de Grossouvre, qui a allumé un peu le pétard, si vous voulez, en trouvant des contradictions pas dans l'enquête des flics, mais dans l'autopsie, notamment. Vous revenez aussi sur des affaires plus récentes, comme l'affaire Pistorius, Oscar Pistorius. Là aussi, on sent que vous doutez de la thèse de l'accident. Oui, le Saint-Valentin tragique en 2013. Le jour de la Saint-Valentin, il a quand même tiré 4 balles sur sa femme. En la prenant pour un cambrioleur. Est-ce que parfois, Jacques Pradel, vous avez l'envie d'aller plus loin, de fouiller, d'enquêter? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la démarche de cet influenceur qu'on voit en ce moment, là, Aquababe, qui essaie de... j'en pense beaucoup de mal. Qui essaie de mettre, je raconte juste, à contribution les réseaux sociaux pour tenter de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Vous en pensez beaucoup de mal? Ah oui, je trouve que moralement, éthiquement, c'est une démarche terrible parce que il a une déontologie élastique. Il lâche les chiens, si j'ose dire, sur un homme qui s'est d'ailleurs au passage vraisemblablement suicidé, sans penser à sa famille. Mais il y a la famille de Dupont de Ligonnès qui souffre. Et nous, quand on faisait, tout à l'heure, on parlait, on avait 7-8 millions, voire 9 millions de personnes qui nous regardaient. Mais perdu de vue. Oui, mais on faisait pas, c'est pas un Cluedo. C'était pas un Cluedo. Il y avait pas le colonel Moutarde. Et puis il y a le travail des enquêteurs aussi qui peut être entravé par toutes ces enquêtes personnelles. Je le révèle aujourd'hui parce que on n'avait pas à le dire au public, mais chaque émission de Témoin numéro 1 était sous réquisition judiciaire. Parce que c'est la seule façon sérieuse de travailler. S'il y avait un témoignage qui arrivait, qui relançait... Ça allait à la police. Ça allait à la police. Et la justice pouvait se servir de ce témoignage, voire dans un procès. Et on va en parler justement de cette émission Témoin numéro 1 dans un instant, parce qu'on va revenir sur votre grande carrière, Jacques Pradel. Et votre livre, L'univers du crime, est paru aux éditions du Rocher. Restez avec nous pour suivre l'actu des médias dans un instant.